Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, élection législative du 6 mars en Côte d'Ivoire. L'opposition fustige le calendrier actuel qu'elle juge trop serré. L'opposition exige soit un report des élections, soit une prolongation du délai de dépôt des candidatures. Analyse et décryptage avec nos invités dès le début de cette émission. Le chef de l'État Félix Tshisekedi s'apprête à présider l'Union africaine. Il sera le deuxième président de la République démocratique du Congo à prendre la présidence de l'organisation continentale après le maréchal Mobutu en 1967. Les métropoles africaines sont victimes des particules fines. Certaines plateformes mettent au point des moyens de transport écologiques afin de ne pas aggraver la situation. On en parlera dans la troisième partie de cette émission. Et voici nos invités de ce soir. Tiambel Gimbayara, bonsoir. Bonsoir, merci pour cette invitation. Merci à vous. Vous êtes directeur de publication de La Voix du Mali. Sur ce plateau également, Léon Koungou, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous également. Vous êtes chercheur en sciences politiques et en politique de sécurité. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent. Place à l'actualité. L'opposition ivoirienne estime que le calendrier des élections législatives est beaucoup trop serré. Les législatives doivent se tenir le 6 mars. Les candidats ont jusqu'à ce 20 janvier pour se faire connaître auprès de la commission électorale. La liste sera ensuite transmise au Conseil constitutionnel le 1er février. Trop juste selon les grandes formations de l'opposition. Le FPI, mais aussi le PDCI demandent soit un report de quelques jours du scrutin ou alors une prolongation du délai de dépôt des dossiers de candidature. Graziella Tchakounte, Gladys Mamba. Le délai imparti est trop court. En Côte d'Ivoire, l'opposition juge le calendrier des élections législatives trop serré, une déclaration qui intervient à quelques heures de la fin du dépôt de candidature fixé à ce mercredi 20 janvier à 18h. Selon le chronogramme de la commission électorale indépendante, la liste définitive doit être transmise le 1er février au Conseil constitutionnel. La campagne électorale, quant à elle, se déroulera du 26 février au 4 mars. Se conformer au chronogramme établi va être difficile parce que nous sommes sortis du dialogue politique et au lendemain, on espérait souffler un peu lorsqu'ils ont lancé le chronogramme. Ce chronogramme est difficile à appliquer parce que les années passées, 2016-2018, on a eu environ 80 jours pour préparer les élections, alors que cette fois-ci, nous avons une vingtaine de jours. Il aurait été intéressant, dans le cadre du dialogue politique, qu'il repousse la date de quelques jours. Compte tenu de cette réalité, l'opposition propose deux scénarios, un report de quelques jours du scrutin ou la prolongation du délai de dépôt des dossiers de candidature. Il faut dire que pour maximiser leurs chances, les partis d'opposition doivent faire front commun et s'entendre sur des candidatures uniques, mais pour l'instant, les sons de cloche divergent. Déclarons-nous ne pas être concernés et nous le réaffirmons haut et fort par ces législatives faussées d'avance, imposées par Alassane Ouattara, car nous savons tous que comme cela a été lors des précédents scrutins, la fraude sera à l'ordre du jour. Pour l'heure, la commission électorale ivoirienne campe sur ses positions. Les demandes de report du scrutin ont été rejetées. Notons qu'une nouvelle disposition exige que 30% des candidats présentés par les partis pour ces élections législatives soient des femmes. À noter également que le scrutin sera marqué par la participation après 10 ans d'absence du FPI Gbagbo, les pro-Gbagbo qui espèrent un retour en grâce dans leurs anciens fiefs. Un calendrier trop serré, Tiambel Gimbayara, c'est ce que dénonce l'opposition. Il est question effectivement pour l'opposition de se préparer et de faire front commun dans la perspective de ces élections législatives. Ça veut dire que cet objectif n'a pas encore été atteint, d'où cette demande de la part de l'opposition. C'est difficile de l'envisager dans un tel contexte parce que la Côte d'Ivoire revient de loin quand même. À la charge du parti au pouvoir d'engranger sur une élection présidentielle pour se faire une majorité. Parce que là aussi, ce parti-là veut surfer sur
la vague populaire pour pouvoir se faire une marge de manœuvre. Par contre, l'opposition doit éviter deux choses. La politique de la sèche vide et la division. Elle est déjà engagée sur une des voies, c'est-à-dire certains partis sont prêts, d'autres ne sont pas encore, et elle va tanguer, c'est elle qui va sortir finalement la grande perdante de ce scrutin-là, vu qu'on ne peut pas revenir là-dessus sur le chronogramme et le calendrier. Donc, le président Alassane Ouattara veut se faire une majorité pour pouvoir gouverner et avoir une main libre, en tout cas, pour conduire ces réformes qu'il entend faire et le projet de société dont il s'est doté. Il est longuement revenu là-dessus, d'ailleurs, dans son adresse à la nation. À l'opposition de tirer les conséquences, d'aller en front uni, de présenter une candidature unique partout où c'est possible, au lieu d'aller en rang dispersé pour faire face au parti RADP, au parti au pouvoir. Léon Kongou, est-ce que l'opposition peut parvenir à faire front commun dans l'objectif donc de cette élection, ou alors l'opposition ivoirienne va aller en rang dispersé dans ces élections? Et effectivement, on a quand même un parti comme le FPI qui n'a pas pris part au jeu électoral depuis 10 ans. Donc là, effectivement, le calendrier est beaucoup trop serré, Léon Kongou. Justement, en fait, on pourrait reprocher, je dirais faire un reproche fondamental au parti au pouvoir, c'est celui d'avoir manqué à la transparence. Parce que la transparence, c'est un élément fondamental en démocratie. En fait, le calendrier électoral devrait être rendu public suffisamment à temps pour que les uns et les autres puissent peaufiner leur stratégie. Mais quand on est en politique, on devrait savoir qu'on est en guerre. Et l'opposition républicaine a perdu en fait, la bataille de la présidentielle. Mais ce n'est pas pour autant que la guerre était terminée. Il fallait se mettre en bon rang de bataille pour pouvoir affronter cette échéance. Sachant qu'il y a eu un rapport. Je vais dire un report de cette élection qui devait avoir lieu, c'était en octobre dernier, en octobre 2020. Et à tout moment, il fallait s'attendre à ce que en fait, les choses soient décidées comme c'est le cas. Donc c'est véritablement, je dirais, une course contre la montre parce qu'il faut non seulement présenter les candidatures, ils avaient jusqu'au 20 janvier, mais puisque, en fait, on observe qu'il y a des alliances, c'est-à-dire voire même des alliances contre nature, parce qu'aujourd'hui, on a le PCI qui a pour allié le Front populaire ivoirien. Donc, et ce qui augure que, en fait, la stratégie consiste à présenter un candidat, je dirais par circonscription, c'est-à-dire par siège, et l'opposition voudrait peut-être assez de temps, c'est-à-dire pour voir, pour peaufiner cette stratégie, mais telles que les choses sont parties, c'est-à-dire, comme le disait, en fait, Tiambel Guimbert. Voilà, c'est-à-dire il faut bien prendre acte de la décision qui a été prise par le Conseil électoral et pouvoir se mettre en bon rang de bataille pour aller aux élections. Tiambel Guimbert. C'est loin d'être gagné pour le parti au pouvoir parce qu'il y a un arbitrage à faire entre les différentes tentatives de revenir et les composants du RHDP qui n'est pas un groupe homogène. Les trois ténors aujourd'hui qui sont l'actuel Premier ministre et les ténors du parti doivent faire des propositions de liste qui vont être arbitrées par le président de la République. Donc c'est une machine aussi qui a du mal à prendre. L'opposition, un rang serré, uni, et avec une candidature unique en face, peut faire mal si elle croit à sa chance, si elle est engagée dans le processus, mais si elle parle déjà. Il faut quand même du temps pour peaufiner les différentes stratégies, et on ne peut pas réellement dire que le calendrier joue en la faveur de l'opposition ivoirienne. Non, il faut du temps, bien sûr, mais on peut prendre le parti au pouvoir à ce jeu aussi, qui n'est pas du tout évident. Si l'opposition a compris cette stratégie, s'est engagée en notre débat, c'est vrai que le parti au pouvoir part avec une longueur d'avance par rapport à sa vision, au calendrier, à l'organisation. Ce n'est qu'une intention. Maintenant, concrètement, ça se traduit dans les urnes. Autrement, le FPI qui revient de loin peut aussi engranger sur ce retour-là et avoir des alliés sûrs et peser normalement dans la bataille. Si l'autre parti de l'opposition qui fait office de siège vide comprenait ce message, se rallier, ça peut faire mal. Léon Kongou, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'un parti comme le FPI, qui n'a pas pris part au vote depuis 10 ans, peut parvenir à engranger quelques suffrages avec un tel calendrier? Engranger quelques suffrages, oui. Mais à vouloir imposer une cohabitation à M. Ouattara, ce sera très difficile parce que c'est la volonté de l'opposition. Il ne faut pas, en fait, après avoir
laisser le champ libre aux oufouettistes dans le cadre de la présidentielle. Il faut au moins leur imposer une cohabitation. Mais comme je le soulignais, en face, je pense qu'on est un peu plus aguerri, on est un peu plus organisé parce que c'est aussi un défi pour le parti au pouvoir. Donc, le président Ouattara, pour gagner par KO, comme il a fait le 31 octobre, il a fallu ratisser large. Et il n'a pas été déçu par ses soutiens parce qu'il a été élu à concurrence, je pense, de 94,27%. C'est-à-dire même dans les ex-républiques soviétiques, on ne voyait pas, c'est-à-dire de tels scores tous les jours. De participation de 54% quand même. Oui, en fait. Voilà, mais nous retenons 94%, c'est-à-dire de suffrages engrangés. Et il y a eu des récompenses déjà dans le cadre du remaniement ministériel en décembre. Certains de ces soutiens ont reçu des strapontins, mais d'autres attendent. Et il va donc falloir caser ou recaser, c'est-à-dire tout ce monde au Parlement. Ce qui veut dire qu'en face aussi, c'est-à-dire il y a beaucoup d'attentes. Et pour l'opposition, on ne peut pas se permettre un second boycott. On ne peut pas laisser tous les pouvoirs entre les mains des oufouettistes. Voilà pourquoi il y a nécessité de s'organiser afin d'aller engranger quelques sièges. La crise post-électorale présidentielle a débouché sur une réconciliation en marche. On a vu l'opposition qui s'est arc-boutée sur une position de transition qu'elle a dû réviser, ensuite aller à la table de dialogue, aux négociations avec le président Ouattara pour revenir dans la vie active. Et il le signalait tantôt, c'est un récompense, c'est un PDCI RDA qui dirige un candidat malheureux au présidentiel qui dirige le ministère de la Réconciliation nationale, mais qu'à cela ne tienne, je crois qu'Alassane Dramane Ouattara a pu mener l'opposition dans sa logique. Donc elle devait comprendre ça et puis ne pas se laisser aller. Également que c'était une étape intermédiaire, les discussions pour le retour autour de la table, pour le dialogue, pour la réconciliation des Ivoiriens, qui est une tâche de longue haleine. Et puis la sous-région ne peut pas se permettre que la Côte d'Ivoire, qui est quand même un poumon économique de l'UEMOA, puisse plonger davantage. On a touché du bois par rapport à la crise post-électorale présidentielle du 31 octobre dernier. Il ne faut pas revoir ce pays encore en difficulté. Ça mettrait mal la sous-région. Le Congo. Il faut aller aux élections. Il faut aller aux élections. C'est-à-dire, ce n'est qu'en allant aux élections qu'on peut influer sur l'action publique. Et la meilleure façon d'influer sur l'action publique, c'est d'avoir droit de parole au Parlement. Parce que c'est au Parlement, c'est-à-dire qu'on peut assumer sa mission critique du gouvernement, qu'on peut évaluer les politiques publiques et qu'on peut voter les lois. Si l'opposition ne se retrouve pas dans ce mécanisme institutionnel, elle va laisser le champ libre, je dirais, au contre-pouvoir, en l'occurrence la société civile qui le plus souvent s'exprime dans la rue. Et parfois, je dirais, sur l'indifférence totale des gouvernants et également parfois sous la répression des forces de l'ordre. Mais la majeure partie de l'opposition veut aller justement à ces élections, mais demande quand même une meilleure préparation, plus de temps pour pouvoir s'organiser. Donc là, il n'y a pas un refus de l'opposition de participer aux élections législatives. Oui, il faut. L'OTAN, je pense que l'OTAN, ils ne l'auront plus parce que la commission électorale, c'est-à-dire qui est en charge de toute cette organisation, elle a déjà décidé. Et voilà pourquoi je disais qu'en fait, en politique, il faut être prêt à tout moment. À partir du moment où on a boycotté la présidentielle, c'est-à-dire on s'attendait à ce que les législatives interviennent dans la foulée. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va essayer de nouer des alliances, même si des contacts ont lieu entre différentes formations politiques, mais c'était vraiment une course contre la montre. Parce qu'il fallait non seulement choisir le bon candidat, il fallait constituer le dossier et il fallait le déposer à temps. Je comprends que la tâche est difficile, mais nous aurons quand même, c'est-à-dire une élection avec en face l'opposition et les partis au gouvernement. Il ne faut peut-être pas se contenter seulement de cette phase visible de l'iceberg, c'est-à-dire les alliances politiques, le calendrier électoral, la difficulté, elle est la même pour toutes les deux parties. Mais il y a aussi l'autre critère qu'il faut remplir, c'est-à-dire la représentativité des femmes. On verra alors comment relever ce défi-là, parce que là également, il y a une contrainte qui s'impose aux deux partis, autant à l'opposition qui décide de partir, autant aux partis au pouvoir également. Donc un quota de 30%. Oui, effectivement, un quota de
30% a été imposé à différents partis politiques. D'ailleurs, la loi voudrait que celui qui va au-delà de 50%, c'est-à-dire qu'il puisse avoir une compensation financière par rapport à une dotation financière, c'est-à-dire par rapport à la mesure. Donc, il y a vraiment, c'est-à-dire, je dirais, beaucoup d'efforts pour le gouvernement de voir émerger les femmes en politique. Donc, sur ce point-là, pour l'instant, au niveau du RHDP, ça semble à peu près fonctionner. Mais du côté de l'opposition, là aussi, il y a un manque justement de temps pour parvenir à rassembler toutes ces candidatures. On pourra reprocher longtemps cette situation à une question de stratégie, de temps, mais en réalité, si le parti au pouvoir, le RHDP, arrive à le faire, pourquoi pas l'opposition, mais les cadres, il n'en manque pas des femmes valables qui se battent dans la société civile, qui ont fait leurs preuves, il faut les retenir sur ces listes-là. L'opposition aurait en tout cas mieux à gagner en faisant représenter plus les femmes, au moins en relevant ce défi-là par rapport à la composition de ces listes. Elle aurait échappé au veto de la Cour constitutionnelle dans une quelconque sanction à venir, en tout cas celle qui participe à... Mais c'est peut-être justement ce qui est en train de se jouer à travers cette demande. Je me répète là aussi, mais c'est peut-être aussi ce qui est en train de se jouer à travers cette demande de report ou en tout cas d'avoir un peu plus de temps. Ce qui est aussi important de souligner ici, c'est qu'on parle quand même d'une opposition républicaine, c'est-à-dire elle ne sort pas de nulle part, c'est-à-dire c'est des partis qui ont quand même, je dirais, une certaine notoriété. Je pense que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est celui de la synthèse des candidatures, parce que ce soit le PDCI ou le FPI, donc, il va falloir proposer des hommes et des femmes. Et par la suite, il y aura une question de choix. Je pense que c'est là que pourrait surgir la difficulté. Mais c'est des partis structurés avec des organes. Et en fait, on trouve aussi bien des hommes que des femmes. Donc le problème de choix au niveau des partis même ne se pose pas. Merci à tous les deux pour ce décryptage. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite. De retour dans l'Africa Newsroom, Tiembel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali, et Léon Kongou, chercheur en sciences politiques et en sécurité, sont toujours avec nous. On va tout de suite passer au grand angle. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, doit prendre la tête de l'Union africaine en février. Il succédera à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à la présidence tournante de l'organisation. Un mandat qui commence donc dans quelques semaines, et c'est dans cette perspective qu'un panel d'experts, une équipe de diplomates et de conseillers ont été formés afin d'accompagner le président congolais dans ce mandat. Reportage Jacques Ambouka. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, prendra la présidence de l'Union africaine en février 2021. Il sera ainsi le deuxième président de la RDC après Mobutu à occuper ces postes. Si beaucoup au sein de la population ne maîtrisent pas la portée de l'événement, certains par contre, comme ces jeunes entrepreneurs, y voient une opportunité. Au mois de février, on va chapeauter l'Afrique. L'Afrique économique est faible, vous le savez, mais nous, les Congolais, nous devons amener maintenant l'approche entrepreneuriale. Mais l'approche entrepreneuriale, elle doit être par l'accent des entreprises telles que Special Auto, dans des domaines où l'Africain hier négligeait, en croyant que le métier manuel, c'était réservé pour une classe un peu méprisante. Pour son mandat en tant que président de l'Union africaine, le chef de l'État congolais a nommé récemment un panel d'experts dans le but de l'accompagner dans cet exercice. Dans un contexte d'un pays marqué par un taux élevé de chômage, l'entrepreneuriat doit être figuré en bonne position dans l'agenda du mandat du président congolais. L'Afrique a le problème de chômage de masse, et dans ces groupes de panels d'experts, il faut avoir un collectif des entrepreneurs congolais qui vont chapeauter, parce que le problème de l'Afrique, c'est l'occupation de la population. Mais pour occuper la population, il faut avoir des chefs d'entreprise. Nous voulons quand même que nous puissions trouver une solution entre le politique et nous, les partenaires sociaux qu'on appelle les entrepreneurs.
Félix Tshisekedi va remplacer le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Notons que le mandat de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, comme celui de son prédécesseur, sera très perturbé par la pandémie de Covid-19. Pour les observateurs, il faudra plus d'initiatives pour sauver l'économie africaine déjà mise en mal par la pandémie. La fin de la présidence du Sud-Africain, le président Cyril Ramaphosa, un bilan marqué surtout effectivement par la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'il faut retenir, Léon Kongou, avant de passer dans quelques instants aux défis qui attendent. Ah oui, Cyril Ramaphosa, il n'a pas eu beaucoup de possibilités d'entrer vraiment en action parce qu'avec des confinements et autres, chacun était chez soi. Donc, ce fut une présidence vraiment 12 mois assez difficile pour lui. Donc, je ne pense pas qu'il ait vraiment apporté quelque chose d'assez significatif à l'Union africaine. Alors, voilà. Effectivement, on a du mal à voir réellement les apports du président sudafricain à l'Union africaine, si ce n'est effectivement voilà, quelques réformes ici et là, mais rien réellement qui a réellement marqué l'organisation. Tiens, Belvin Bayara. Il faut reconnaître qu'il a dû réapprendre à travailler en confinement. Ce n'était pas évident. C'est une crise pandémique sanitaire qui s'imposait au monde entier. Et l'Afrique, où les prévisions étaient d'ailleurs pessimistes, a dû échapper médicalement jusque-là, en tout cas à ce destin qu'on lui présageait. On ne sait pas maintenant, par la foulée de cette répétition de seconde vague ou troisième vague, on va pouvoir encore résister. Mais cependant, j'ai quand même été sidéré surpris de voir que les rencontres se poursuivaient, et les chefs d'État télétravaillaient en Afrique. Et ça, c'est une innovation, c'est une difficulté majeure dans nos pays où il n'y a pas d'électricité. Parvenir à tenir ces agendas-là, à travailler, à échanger, à prendre des initiatives, à essayer en tout cas d'apporter, malgré la situation, malgré le contexte, malgré les défis énormes qui s'imposaient au continent. Il faut reconnaître que dans son pays, la difficulté majeure était également de pouvoir s'imposer à son pays et diriger, tenir le gouvernement de l'Afrique du Sud qui est en avance sur le reste du continent pour pouvoir faire des propositions ailleurs en Afrique. Ce n'était pas évident du tout. Et j'avoue que la pandémie n'a pas facilité la situation. La pandémie n'a pas facilité, Léon Kongou. Oui, moi je cherche du concret parce que en fait, ce syndicat des chefs d'État, on le connaît, c'est-à-dire très agréable du point de vue des discours. Mais quand vous parlez d'avancée, c'est-à-dire, moi, je cherche des réalisations, je ne vois pas. C'est-à-dire, en dehors peut-être de la zone de libre-échange qui a été envisagée. Donc, qu'est-ce qu'on peut fondamentalement retenir? Alors, donc, ZLEC, en janvier, effectivement, la ZLECAf a été lancée le 1er janvier. Après, voilà, normalement, ce lancement devait avoir lieu au mois de juillet 2020, mais en raison de la pandémie, eh bien, le lancement a été reculé. Alors, peut-être aussi au niveau sanitaire, on peut quand même aussi retenir le projet COVAX qui doit normalement permettre, même si là aussi il manque encore des fonds, permettre au continent africain de pouvoir avoir accès au vaccin. Donc là aussi, le président Cyril Ramaphosa a peut-être pu participer là-dessus. Léon oui, Kongou, en tout cas, il manque toujours quelque chose. Oui. Donc, malheureusement, c'est-à-dire, heureusement que les partenaires bilatéraux, multilatéraux, donc, nous tiennent parfois par la main, mais oui. À un moment donné, c'est-à-dire, il faut un plan d'action, il faut une lisibilité d'action, de telle sorte que quand quelqu'un parvienne à la présidence de l'Union africaine, présidente tournante, qu'on sache, c'est-à-dire ce qu'il déclinera en 12 mois. Mais ces aspects, on les cherche et on a comme l'impression qu'à chaque fois, c'est une sorte de navigation à vue. Donc, voilà pourquoi, en fait, de façon significative, on ne retient pas grand-chose. Donc, oui. Là aussi, un bilan presque inexistant, tout comme peut-être un peu celui... Je ne veux pas être assez sévère comme oui. mon co-débatteur, parce que en réalité, quand on refait le point de la situation et le contexte sanitaire, c'est vrai que chaque chef d'État... Il y a une administration quand même qui existe de l'Union africaine qui est là, même si c'est une administration qui est un peu bureaucratique, elle est là, et c'est avec un conseil de sécurité, une organisation qui est là, qui est sur place. Maintenant,
Un président qui a un mandat devrait pouvoir avoir une feuille de route qui est validée en sommet avec ses collègues pour pouvoir dérouler. Maintenant, s'il y a une pandémie avec une crise économique et une récession un peu partout, elle s'imposera de tout le monde. C'est tous les pays qui réapprennent à revivre, à continuer une politique, même si c'est derrière un écran qu'il faut le faire. Mais c'est difficile, la difficulté. Elle devrait en tout cas être accentuée beaucoup plus en Afrique qu'ailleurs. Avec au Sahel, cette crise du Sahel, j'ai vu des réunions se tenir quand même autour de l'intervention française au Sahel, relever ce contingent-là. L'Union africaine en a inscrit dans son agenda le représentant qui est parti, le Burundais qui est paix à son âme, qui est décédé, et donc a accompagné l'armée malienne qui fête d'ailleurs ses 20 ans aujourd'hui, ses 60 ans aujourd'hui. Il faut avoir un regard avec toutes ces autres armées de la sous-région du Sahel qui se battent contre le terrorisme. À ce niveau-là, il y a eu des actions, il y a eu des intentions, même si ça n'a pas abouti, mais le défi majeur reste la pandémie du Covid-19. C'est aussi un défi à l'Occident, au monde entier, là où c'est parti en Chine, comme à l'Afrique aujourd'hui, même si l'Afrique se débrouille et parvient. Maintenant, l'accession du vaccin sur le continent est un autre débat, mais il faut au préalable quand même convaincre les esprits de la pertinence de cette vaccination et quel vaccin pour les Africains demain également, c'est le débat qu'il faut mener, les moyens qu'il faut mobiliser pour pouvoir vacciner le peuple, les Africains pour les sauver de cette pandémie. En fait, moi je note là des actions intra-étatiques, mais sous label Union africaine. Que ce soit la lutte contre le terrorisme et autres, en fait, le Niger, peut-être le Mali ou le Burkina initient des actions, mais peut-être en s'appuyant sur l'Union africaine, qui significativement n'apporte pas grand-chose. Parce qu'il faut les mobiliser à Pau en France, c'est-à-dire pour pouvoir leur dire voici ce que vous avez à faire, peut-être dans les 12 mois à venir. Voici le soutien que la France entend vous apporter dans tel ou tel domaine. À quoi sert le COPAX? Oui, bon, à ce point de vue également, parce que l'Union européenne finance l'Union africaine quand la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Maintenant, pour avoir une politique africaine indépendante, il faut être indépendant financièrement, économiquement, pouvoir mobiliser des fonds de ce genre-là pour appuyer les G5 Sahel, appuyer ces pays en chacun et avoir une politique. C'est vrai c'est une volonté d'avoir un représentant de l'Union africaine déjà dans ces pays-là pour accompagner ce processus-là, mais l'Union africaine doit s'impliquer davantage, pourquoi pas aller au-delà de cet accompagnement politique qu'on voit sur le terrain, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de l'économie, dans le cadre de l'intégration sous-régionale, dans bien de domaines, et même dans le cadre de cette pandémie, où elle est restée un peu en marche, malgré le sommet, et les fonds ne sont pas là. C'est pareil, la même chose pour le G5 Sahel. Les fonds n'étaient pas là à Bruxelles, mais si elle a une politique différente, c'est elle-même, elle peut mobiliser en soi, ça peut être une aide beaucoup plus directe, et puis plus importante que ce qu'on conserve. Moi, j'avais notoirement parié sur le plan diplomatique. À savoir, en fait, l'Afrique du Sud, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est quand même un pays qui peut peser de façon significative, c'est-à-dire sur le plan international. Mais comme ce fut le cas avec Mme Zuma, on n'a rien vu venir. Parlons par exemple au fait, du terrorisme. Vous observerez qu'aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, les pays sont en difficulté parce qu'on ne parvient pas à dérouler la phase 2, c'est-à-dire de la force multinationale mixte qui devrait être composée des opérations de sécurisation, des initiatives de développement. Le dossier avait été monté par la commission du bassin du lac Tchad. Il a été avalisé par l'Union africaine en 2015. Il est parvenu au Conseil de sécurité et jusqu'à présent, la commission n'a jamais voté une résolution qui donnerait à cette force-là, c'est-à-dire ses moyens d'action. Mais où se situe l'insuffisance? C'est sur le plan diplomatique. On le sait très bien à l'époque, en 2015, c'est M. Fabius qui portait le dossier. Mais une fois qu'il est parti au Conseil constitutionnel, il n'y a plus personne pour le porter. Et nous en sommes là. Bon, on s'attendrait donc à ce que le président, c'est-à-dire de cette Union africaine, pendant un an, c'est-à-dire fasse des efforts pour qu'un tel dossier puisse avancer, mais on n'a rien vu venir, absolument rien. Les financements sont externes, que ce soit pour la lutte contre le terrorisme ou alors, c'est-à-dire pour la mobilisation du point de vue sanitaire. On espère que le président Tshisekedi, avec ses alliés, va tirer toutes les leçons des limites de son prédécesseur
même si le Congo aussi a ses difficultés internes avec sa situation politique particulière, mais avec un allié comme le Rwanda qui a quand même montré sa bonne foi et sa combativité sur le continent, on ose espérer que ces limites-là seront... Alors, justement, est-ce que la présidence congolaise de l'organisation continentale peut permettre de relancer justement ces questions qui étaient si chères au président rwandais Paul Kagame? Vous l'avez dit, la question de la sécurité, mais surtout aussi la question de l'indépendance de l'Union africaine. Est-ce que le président congolais est en mesure justement de pouvoir relancer ces questions qui ont été quelque peu abandonnées sous la présidence déjà du président égyptien Al-Sisi et puis ensuite du président sud-africain Cyril Ramaphosa? Est-ce que le président Félix Tshisekedi est en mesure de pouvoir reprendre ces questions-là? En fait, je pense qu'être à la tête de l'Union africaine, c'est déjà sur le plan diplomatique, c'est un succès. Est-ce que ce succès fini, c'est-à-dire contribuera, je dirais, à implémenter certaines mesures qui aujourd'hui sont en léthargie? Je ne le pense pas trop. Mais néanmoins, il pourrait, en fait, à Addis Abeba, déployer une très grande diplomatie parce que en ce qui concerne les problèmes d'ordre sécuritaire, ne serait-ce que dans son propre pays, je pense que tout le monde sait que, je dirais, la fragilité poussive de ce pays aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il est traversé par des milices qui ont pour base arrière certains États voisins. Donc, il devrait au moins, à partir de la diplomatie qu'il pourrait enclencher à Addis Abeba, essayer de construire, sur le plan bilatéral, je dirais, des mesures de confiance avec ses voisins. Il faut que en fait, le Rwanda et l'Ouganda essayent vraiment, je dirais, du point de vue diplomatique, c'est-à-dire d'être sincères en ce qui concerne leur politique, je dirais, intérieure au niveau des Grands Lacs et essayer d'être des bases arrière de certains mouvements qui fragilisent les États voisins. Oui, Thiambel Gimbayara, est-ce que, effectivement, dans la mesure où il y a tous ces conflits, alors les Grands Lacs, mais aussi à l'est de la République démocratique du Congo, des conflits que le président congolais ne parvient pas à... En tout cas, il y a peu d'aboutissement dans la résolution de ces conflits. Est-ce que son leadership, à ce moment-là, au niveau continental, n'est pas quelque peu compromis? Comment il peut peser alors que dans son propre pays, il y a tous ces conflits? Non, je crois qu'au moins il aura l'occasion d'africaniser la solution de ces conflits, de ces crises-là. C'est quelque part une prise aussi. S'il est seul face à ses interlocuteurs, ça pèse moins. Mais s'il est avec des pays alliés, avec des voix de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique australe, pour l'appuyer dans cette stratégie-là, et cela va de soi qu'il puisse quand même évoluer positivement et que ces pays soient assez regardants par rapport aux relations, à la pression que ces autres pays membres peuvent mener sur ces pays particuliers. C'est vrai qu'il part avec une situation interne, politique difficile, mais ceci dit, il faut être optimiste et souhaiter que ces alliés du jour, qui sont le Rwanda et d'autres, l'Ouganda, vont quand même jouer franc jeu et l'accompagner dans ce processus. Ce pays revient de loin. Depuis 1967, un président du Congo n'avait pas accédé à ce niveau-là. Il y a une volonté interne avec l'entrepreneuriat où la société civile également bouge, où l'Afrique, le Congo est le corps de l'Afrique. Il faut l'aider pour dépasser cela. Mais c'est vrai que ça ne dépend pas que de ce seul président, ça dépend de ses pays alliés et de la continuité de cette politique volontariste de l'Union africaine à reprendre là où le président Kagame avait laissé la situation. Oui. C'est très fort. Moi, ce que je peux retenir ici, et je le dis vraiment en fait, avec toute la sincérité, c'est-à-dire je ne pense pas que la présidence de l'Union africaine puisse apporter grand-chose, mais je sais quand même que sur le plan interne, cela peut concourir, je dirais, à la légitimation de son pouvoir. Mais le Congo aujourd'hui est traversé par 3 ou 4 mots, c'est-à-dire qui sont tout à fait terribles. Vous avez dans un premier temps en fait, la crise sanitaire. Bon, Ebola est revenu dans le sud Kivu, le nord Kivu, l'Ituri. Et vous avez également, je dirais, en fait, tout ce problème d'insécurité. Donc, tout ce problème d'insécurité avec les milices qui foisonnent en fait, le pays. Et vous avez également la récession économique. Je ne pense pas que en fait, ces problèmes domestiques doivent forcément trouver une solution à l'échelle internationale. Il revient au président de la République
qui est maintenant légitime, parce qu'on connaît dans quelles conditions, c'est-à-dire il a été élu. Il y a eu une grande crise post-électorale. On a eu la société civile dans la rue, dont le clergé qui est monté, je dirais vraiment au front, pour dénoncer cette élection. Je pense qu'aujourd'hui, il revient au président de la République légitime de réunir ses menants, c'est-à-dire ceux qui l'accompagnent au quotidien, l'opposition républicaine, mais aussi la société civile, pour pouvoir dialoguer afin de résoudre vraiment les problèmes qui traversent ces pays continents. Et ce n'est que par la suite que l'Union africaine pourrait donner, je dirais, un coup de main. Et comme je le dis une fois de plus, il va falloir sur le plan diplomatique essayer de travailler sur la diplomatie bilatérale. Ce que j'appelle mesure de confiance entre le Congo et ses voisins. Ce n'est que dans ces conditions qu'on peut trouver un climat de paix propice au développement interne. Nous avons une volonté manifeste par ce panel d'experts qui doivent l'accompagner. Je suis d'accord avec vous que ces questions-là doivent être résolues par le dialogue. Le dialogue est la seule voie pour amener autour d'une table les différents protagonistes et trouver des solutions. La solution est là, elle est à portée de main, mais c'est aux Congolais, au président congolais évidemment de prendre cette initiative. Mais l'appui africain des pays du champ et des pays d'ailleurs du continent ne pouvait pas faire défaut pour l'appuyer et l'accompagner. Maintenant, prendre la présence de l'Union africaine pour le gadget politique, pour légitimer un pouvoir national, ne me semble pas la bonne solution, parce que le Congo aussi, pays continent, peut influer par la continuité de sa politique, par la réussite de ces actions de dialogue-là, qui puissent partir sur d'autres pays, aider à ce que des solutions soient trouvées. Si le Congo a pu se stabiliser, retrouver la voie de la paix, de la réconciliation de ses fils, et ça va forcément réjaillir sur le reste du continent, pourquoi pas. C'est ce que j'espère en tout cas. Alors, on va marquer une très courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la troisième partie de cette émission. À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Léon Kungu, chercheur en sciences politique, et de Thiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali. On passe tout de suite au Zoom. La start-up africaine Sokowatch, fournisseur de marchandises aux petits détaillants, a lancé un service de tricycle électrique, une initiative écologique qui arrive dans un contexte marqué par une aggravation de la pollution dans les métropoles africaines. La pollution de l'air en Afrique représente aujourd'hui le risque numéro 1 en matière de santé publique. Gladys Mwamba. La révolution verte démarre dans la corne de l'Afrique. L'application Sokowatch, spécialisée dans le réapprovisionnement de marchandises, a décidé d'adopter un moyen de transport plus écologique grâce à des pousse-pousse électriques. Fini les déplacements pour les petits détaillants de l'Afrique de l'Est. Ces derniers peuvent désormais être réapprovisionnés en un clic. Ils voient leurs commandes être livrées ensuite dans leur magasin sans frais de livraison. Avant de connaître Sokowatch, je n'avais plus de stock et personne ne m'aidait à le reconstituer. J'avais alors perdu beaucoup de clients, mais maintenant tout va bien. Je contacte simplement Sokowatch et il me livre mon stock. Lancée depuis 3 ans, la société Sokowatch mise sur sa logistique. 8 véhicules électriques à 3 roues ont récemment été ajoutés à sa flotte de 178 pousse-pousse à essence. Assemblés localement en Ouganda, ces véhicules électriques bénéficient d'un système de batterie dont la durée de vie est de 100%, ce qui pourrait à terme réduire les coûts de maintenance de plus de 50% selon les responsables de l'entreprise. Une initiative d'autant plus opportune que la région est en proie à une pollution atmosphérique croissante, à des embouteillages et à des routes mal entretenues. Nous croyons vraiment que les véhicules électriques sont l'avenir de la mobilité, en particulier en Afrique, surtout quand il s'agit d'alimenter le commerce ou de vendre au détail sur le continent. Les pousse-pousse Sokowatch garantissent actuellement des livraisons rapides de marchandises à 17 000 petits détaillants dans 9 villes de la Corne de l'Afrique. Un projet d'expansion est prévu en Afrique de l'Ouest francophone au cours de l'année 2021.
Alors certains essaient effectivement de mettre en place des moyens de transport écologique afin de ne pas aggraver la situation. Léon Kungou, la situation est plutôt catastrophique sur le continent africain en matière de pollution, notamment dans les grandes villes. Oui, en fait, quand on se rend compte que dans la plupart des capitales, je dirais 70%, c'est-à-dire des véhicules en circulation, sont des véhicules de deuxième, troisième, voire de quatrième main. Et en fait, je dirais, les conditions peuvent être difficiles en termes de santé publique. Donc, parce qu'en fait, il faut lutter contre la pollution, les gaz à effet de serre, le dioxyde d'azote. Et donc, une initiative comme celle-ci est totalement, c'est-à-dire, elle est je dirais, à saluer. Donc, elle intervient justement, c'est-à-dire dans un contexte opportun où on parle vraiment de protection de l'écologie, de l'environnement. Et bien sûr aussi, c'est-à-dire c'est un autre son de cloche, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui vient de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est-à-dire nous nourrit notamment des faits divers tout à fait apocalyptiques. Et là, s'arrête un peu, je dirais, le volet tout à fait positif de cette histoire. Donc, parce que là, en fait, on a parlé de start-up africaine, donc c'est-à-dire une initiative africaine, mais je pense que M. Daniel Yu, c'est-à-dire qui est porteur de ce projet, il a tout simplement eu l'intelligence en fait, de cibler un marché, de pouvoir en fait, voir ce qu'il y a lieu de faire et de mettre sur pied en fait, un moyen de transport. Parce que ce dont il est question ici, c'est un tricycle doté d'une caisse et des batteries. Mais la question est donc de savoir, c'est-à-dire dans cette Afrique, dotée de beaucoup d'écoles polytechniques, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui peuvent porter de telles idées et pouvoir les implémenter? Donc là, c'est la question. Je voudrais immédiatement rassurer ceux qui m'écoutent. En fait, je ne suis pas nationaliste, parce que le nationalisme s'oppose à l'universalisme. C'est-à-dire, mais je suis un Africain, c'est-à-dire ouvert. Ouvert au monde, mais qui estime que l'Afrique devrait embrasser ce qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire, tel semble ne pas être le cas ici. La chose la plus complexe ici, c'est la batterie. Où est montée cette batterie? Vient-elle de Chine pour être directement placée dans le tricycle? Si tel est le cas, je ne pense pas que ce soit satisfaisant pour l'Afrique parce qu'il n'y a pas un transfert de technologie. Mais en ce qui concerne en fait, les enjeux environnementaux, donc l'initiative est tout à fait salutaire. Voilà. Tiambel Gimbayara. Non, c'est une initiative salutaire, on est d'accord là-dessus, sur le point de l'environnement, sur le point de l'offre et de la demande. Ça répond à une demande sur le marché. Je me rappelle qu'à Bamako, on est parti de l'attraction humaine du pousse-pousse au katakatani qui est alimenté par le carburant. Aujourd'hui, on en est au taxi-moto à l'image de Cotonou et d'ailleurs. Non, c'est des initiatives qui se succèdent. Maintenant, la particularité est que ce tricycle est rechargé électriquement. On peut trouver aussi d'autres moyens de le recharger localement. On va faire intervenir notre ingéniosité africaine et travailler ça, et reprendre le projet pour d'autres pays en inculquant une variante qui est la nôtre, trouver un moyen d'alimentation qui n'est pas celui-là qui puisse aller plus vite et prendre plus de monde. On ne peut pas non plus se fermer au reste du monde, il faut s'ouvrir, il faut accepter ça. Et puis bon, la batterie, c'est une petite pointe dans l'autonomisation du principe, mais la solution, l'idée est déjà bonne de le lancer. La solution peut être captée par d'autres ingénieurs qui peuvent travailler à alimenter par d'autres sources d'énergie, pourquoi pas le solaire. Et encore, ça pose d'autres questions. On n'en finira pas de tourner en rond, mais en réalité, il faut saluer l'initiative, l'encourager et souhaiter que cette initiative africaine puisse s'installer partout en Afrique parce que ça répond à une demande, à un besoin. De Bamako jusqu'à Cotonou, ça peut être pratique et aider les populations dans leurs occupations quotidiennes. Alors, pour que ça se généralise, ça suppose un accompagnement de la part des pouvoirs publics. Et là-dessus, la question environnementale... Effectivement, un accompagnement des pouvoirs publics parce que M. Daniel Yu, pour mettre en place en fait, son initiative, il a eu à lever
2 millions de dollars et par la suite 14 millions de dollars. Voilà pourquoi je disais que dans la plupart, si ce n'est toutes les écoles polytechniques en Afrique subsaharienne et même ailleurs, c'est-à-dire en Afrique du Nord, vous trouverez des intelligences à même de mettre sur pied de telles initiatives. Mais ont-ils accès au secteur bancaire? Là est toute la question. Il faut donc un accompagnement pour que l'Afrique puisse progressivement aller vers son autonomie en termes énergétiques. Je reviens d'une rencontre à Bamako, des ambassadeurs s'étaient réunis, c'est-à-dire ces jeunes franco-maliens nés ici qui veulent aller mettre leur savoir-faire au niveau de la population en lançant plusieurs start-up. D'ailleurs, on a vu des initiatives allant jusqu'à monter des robots, d'autres initiatives multiples. Je crois que l'une des clés de la réussite aussi est à ce niveau-là, que ces jeunes formés ailleurs qui veulent retourner sur le continent, parlent entre eux, puissent fédérer, avoir des projets, les fédérer, les monter, parce que d'autres ont accès au fonds, d'autres ont des initiatives, d'autres ont des idées, sont bien formés, n'ont pas les mêmes réalités, mais au finish, l'accompagnement politique est nécessaire. Les pouvoirs publics africains doivent s'immiscer, aider là où il faut. Tous ces fonds de l'environnement, de la protection de l'environnement, ces fonds qui sont mobilisés à l'international, au national, au niveau local, au niveau régional, doivent servir à aider à ce que des défis comme ça soient relevés, à ce que des projets comme ça prospèrent et puissent aider les populations dans leurs occupations. Alors effectivement, les projets ne manquent pas. Il y en a beaucoup sur le continent, des jeunes entrepreneurs qui veulent mettre en place comme ça des projets qui respectent, des projets respectueux de l'environnement. Comment expliquer que les gouvernements ne parviennent toujours pas à en faire une priorité, alors que là, il est question effectivement de lutter contre la pollution qui n'est pas qu'une question environnementale, mais aussi une question de santé publique. Léon Kungu. Justement, c'est ce que je soulignais tantôt. En fait, il faut une politique économique, c'est-à-dire qu'il faut embrasser les défis du moment. Et il faut donc des gouvernements tout à fait responsables, responsables de ces enjeux. Parce que ceci, on est dans le cadre de la sensibilisation que nous faisons tous les jours. Parce que l'acte posé par M. Daniel Liu, moi, j'appréhende cela comme étant un geste éco-responsable. Donc, il faut donc savoir qu'aujourd'hui, pour contenir la pollution, qui, au niveau de la politique de santé, c'est-à-dire a un coût. Donc, on peut déjà, c'est-à-dire commencer à mettre sur pied des choses qui nous permettent de voir à long terme. Ces choses-là, c'est aussi la mobilité durable, c'est-à-dire la voiture électrique et tout ce que cela suppose. Cela suppose donc une véritable politique économique, mais aussi la présence des pouvoirs publics en termes de financement, en termes d'accompagnement et même en termes de facilitation. Tel semble ne pas toujours être le cas aujourd'hui. Les pouvoirs publics passent en général à côté de telles initiatives parce qu'ils ont une autre vision macroscopique de l'économie, des ressources, et plutôt ils sont dans la satisfaction des partenaires techniques et financiers de répondre à ces cahiers des charges-là au lieu de répondre aux besoins des populations. Et peut-être la société civile devrait prendre le relais à ce niveau-là pour mettre plus de pression et amener ces pouvoirs publics. Justement, c'est le cas à travers une initiative comme ça, c'est aussi un moyen de... Ils doivent aller s'intéresser à des initiatives comme ça, puisque quand ça va au-delà de ce seul pays-là, finalement, les pouvoirs publics seront obligés d'accompagner et d'insuffler un dynamisme. Si à noter que la recherche faite par le soleil dans le nord du Mali ne manquera pas, ou c'est l'éolienne qui peut aider à recharger cette batterie-là ou à alimenter ce tricycle-là, c'est encore mieux. Donc, autant l'ingéniosité est sollicitée, autant les pouvoirs publics ne peuvent pas demeurer en reste parce que c'est une réalité du continent aujourd'hui. Et l'Europe ou ailleurs se sont développés par ces startups-là qui se sont installés dans des domaines bien spécifiques pour faire développer et décoller l'économie. Et les pouvoirs publics n'auront pas le choix à un certain moment donné de les accompagner. Ça fait quand même longtemps que les pouvoirs publics sont attendus sur cette question et pourtant il n'y a pas réellement de... Le véritable défi ici est d'ordre énergétique parce que j'ai vu en fait la voiture, elle est branchée à une wallbox. Donc, cela veut dire qu'il faut déjà, après avoir fait 100 ou 150 km, il faut aller recharger les batteries. Ouais. Mais quand on sait que dans la plupart de nos villes au sud du Sahara, aujourd'hui, on parle encore de délestage. Donc, cela pose problème. C'est-à-dire, avant d'entreprendre une telle politique de mobilité durable, il faut d'abord résoudre le problème énergétique.
résoudre le problème énergétique. Effectivement, c'est un enjeu capital pour le continent. Mais est-ce que ces questions-là, de manière générale, ne sont pas sous-estimées, surtout la question environnementale par les différents gouvernements Nous voyons continent. quand même les conséquences quand aujourd'hui à Bamako on peut traverser pratiquement le fleuve Niger à pied et qu'on construit dans le lit du fleuve, le seul fleuve qu'on a à 2400 km, l'un des rares fleuves. Les enjeux économiques ne manquent pas. Quand Bamako, à partir de 16h, on fait le one-way pour fluidifier la circulation par manque de route, ou pas, quand on voit toute cette poussière qui s'élève, toute cette pollution de la ville, on peut dire qu'il y a un ministère de l'Environnement, il y a des fonds qui sont logés à ce niveau-là, il y a des cadres, des experts qui travaillent à cela, ils ne peuvent pas rester insensibles à cela parce que le résultat, les conséquences sont visibles tout de suite. Hein. On les subit tout de suite à Bamako, à Abidjan, tout comme à Ouaga ou ailleurs sur le continent. Donc les pouvoirs publics vraiment sont plus que jamais interpellés. C'est vrai, laisser en marge et rester en marge, c'est les changements, les alternatives qui font que les résultats ne bougent pas, mais à la longue, si on n'agit pas dans ce domaine-là, les conséquences sont catastrophiques pour tout le monde. Alors, conséquences déjà catastrophiques. Je vais ensuite vous laisser la parole. Léon Congo, entre 1990 et 2013, les décès prématurés liés, causés par la pollution de l'atmosphère ont connu une hausse de 36% sur le continent africain. C'est énorme, c'est catastrophique et pourtant pas de réaction de la part des gouvernements. Je vous laisse la parole. Ah oui, pas de réaction. C'est-à-dire à Bruxelles, vous avez des paquebots qui partent toujours avec 6000 véhicules à bord. Donc c'est pour inonder ces villes-là. Et il ne faut pas chercher très loin, c'est-à-dire les sources de cet état de choses. Donc il y a, je pense... Le problème, il est profond, c'est-à-dire, c'est même en termes de réglementation, je dirais, en fait, du point de vue douanier et autres, il faut essayer de voir un certain nombre d'aspects. Tant qu'on acceptera toujours que certaines épaves, c'est-à-dire qui ne peuvent plus circuler ici, c'est-à-dire se retrouvent en Afrique subsaharienne, cela posera toujours des préoccupations, c'est-à-dire du point de vue de la santé publique, les maux de poumon, donc, et beaucoup d'autres malformations, même à la naissance aujourd'hui, c'est-à-dire sont dues à cet état de choses. Donc, il faut une réglementation déjà sur le plan local, mais surtout, c'est-à-dire il faut embrasser de nouveaux défis. C'est-à-dire accéder dans ce qu'on appelle ailleurs la mobilité durable, c'est-à-dire la voiture électrique et autres. Il est bien vrai, comme on vient de le souligner, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que pour qu'on parle de véhicules électriques, il faut déjà que l'électricité soit disponible pour tous. Ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Néanmoins, comme vous l'avez dit, il peut y avoir déjà un début de réglementation sur les voitures actuellement en circulation. Un dernier mot, tiens, Belguim Bayara. C'est de bon augure, c'est une voie, c'est la voie à suivre, l'électrification du continent. Mais en réalité, aujourd'hui, l'Afrique est devenue un dépotoir à ciel ouvert de ces épaves de voitures dont il parle. La réglementation douanière en est une, la conscientisation de ces populations aussi à ne pas prendre toutes les ordures, vieux matelas, vieux réfrigérateurs pour aller s'en servir en seconde main là-bas. C'est une sensibilisation aussi, ça passe par ça. Il n'y a pas que ça, il y a des gens qui s'installent carrément dans ce domaine-là où ils récupèrent toutes sortes de machines ici et usagées et puis envoyées en Afrique, ça devient source de revenus. Donc la sensibilisation est de rigueur, les populations, la société civile doit s'y mettre pour que l'Afrique ne soit pas ce dépotoir à ciel ouvert. Les autorités doivent jouer leur rôle en réglementant cela et tout le monde parce que ça y va de l'amélioration de la santé de ces populations-là, parce que les particules fines, on n'en aura peut-être certainement pas plus dans l'air quand on va respecter ces dispositions-là et quand chacun s'y mettra, le résultat sera visible pour tout le monde. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir éclairés tout au long de cette émission. Un grand merci à vous, Belguim Bayara. Je rappelle que vous êtes directeur de publication de La Voix du Mali. Merci à vous également, Léon Congo, chercheur en sciences politiques et en politique de sécurité. C'est moi. Merci beaucoup et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Très belle soirée. Merci.